Les démocrates, Joe Biden, c'est le parti sortant, c'est le parti qui est déjà en place. Et il y a une statistique, qui est assez parlante, qui est le fait que, statistiquement, dans une période de 3 mois avant les élections, si les actifs à risque, donc Bitcoin, bourse, etc., performent très bien, il y a une très forte probabilité que le parti déjà existant soit réélu. Pourquoi? Parce que, de manière très résumée, ça donne une bonne vision et une bonne image de la santé économique du pays. C'est pour ça qu'ils sont réélus. Donc, le gouvernement sortant a tout intérêt à ce que l'économie soit un petit peu boostée aux stéroïdes, prenne un petit peu de clenbutérol pendant cette période-là pour donner une bonne vision et pour être réélu. Donc, dans tous les cas, c'est bullish pour Bitcoin. De l'autre côté, Donald Trump élu avec son premier ministre pro-crypto, c'est bullish pour Bitcoin. Sachant qu'on a cette fameuse réunion de la Fed qui arrive, je pense qu'on a une fin d'année, troisième trimestre, parce que quatrième trimestre, ça n'existe pas. Un troisième trimestre qui peut être absolument explosif. Ici, vous voyez les anciennes performances de Bitcoin en fonction des mois depuis sa création. Et vous regardez que les fins d'année de halving, c'est-à-dire 2020, 2013 et 2017, elles sont absolument explosives. 2013, on a eu 60%, 400% et le top était en 2013, en décembre je crois. Mais on a eu 60% et 400%. 2017, 47%, 53%, 38%. Et 2020, 27%, 42%, 46%. Et tout actuellement est configuré pour qu'on ait exactement le même processus qui peut arriver. Est-ce que ça peut arriver plus tôt? Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire que c'est encore toujours la même chose. C'est ces fameuses histoires de probabilités. Les probabilités se renforcent sur le fait qu'on a intérêt à miser pour une hausse du marché des crypto-monnaies. C'est simplement ça. C'est simplement une question de probabilité. Statistiquement et de manière probabiliste, l'ensemble des informations qu'on a autour de nous, si on prend les informations micro, si on prend les informations macro, et si on prend celles qui sont entre les deux, les informations, comment on dit, méso-économiques, je crois. Enfin, si on prend toutes les informations, tout est dans une configuration intéressante pour Bitcoin. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. 4 x 3 égale 12, frérot. Q4, quatrième trimestre, ça existe. Il y a 4 trimestres dans l'année. Ok. Je vais quitter ce live. Parce qu'en fait, j'allais dire quatrième trimestre. Je suis en train de me justifier pourquoi j'ai dit il y a que 3 trimestres. Putain, je suis trop con. Parce que trimestre, ça fait genre il y a 3 trimestres. Pourquoi on dit pas quadrimestre? Ah, parce que c'est 3 mois. Putain, je suis vraiment trop con. Oh, mon argumentation était 1000 fois pire en plus. Ouais, bon, les gars, c'est la fin de journée. Trimestre 3 mois. Putain, je suis allé à l'école pourtant, hein, je vous jure. Hein. Alors, je veux quand même revenir sur un truc, parce que l'objectif, c'est que ceux qui prennent les bonnes décisions au bon moment, tant mieux pour vous. Et l'objectif, c'est d'accompagner un petit peu tout le monde à prendre les bonnes décisions. Par contre, il faut pas non plus dramatiser le fait d'avoir fait, entre guillemets, l'erreur de ne pas avoir acheté la semaine dernière. Alors déjà, si vous n'aviez pas de liquidité, ne vous sentez pas mal par rapport à ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut faire mal, alors que si vous n'avez pas de liquidité, bah vous avez rien de spécial à faire, donc vous n'aviez pas à racheter. Et surtout, ce que je voudrais amener par-dessus tout, c'est le fait que on a un objectif de Bitcoin qui est autour des 100 000 $. Là, on est à 65 000. On est 8 000 $ avant la TH. D'accord? Donc on peut qualifier ça d'early dans un bull run. Si on a un bull run qui va vers des targets autour de 6 chiffres, 100 000, 120 000, j'en ai aucune idée. Mais on a ces targets là. Et donc pour ceux qui se sentent un petit peu mal, qui se disent putain j'aurais pu acheter à 53 000, j'aurais pu tout recharger, j'allais le faire, je l'ai pas fait. Il faut quand même vraiment que vous gardiez en tête le fait que vous aurez largement d'autres opportunités de racheter. Gardez dans vos têtes ce qui s'est passé. Si vous l'avez raté, ça arrive, c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Gardez dans vos têtes ce qui s'est passé. Dites-vous bon, moi j'ai fait l'erreur de ne pas recharger pour X ou Y raison alors que c'était dans mon plan. Un truc toujours pareil, le fait d'avoir un plan initialement qui est toujours très important, bref, on va pas revenir dessus. Gardez ça en tête, et quand vous avez une prochaine correction, gardez ce truc, notez-le quelque part et dites-vous, ok, j'ai une nouvelle occasion de faire que je n'ai pas fait la dernière fois, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Ne vous sentez vraiment pas mal à l'idée de ne pas avoir racheté ces fameuses corrections, et pour ceux qui l'ont fait, bravo à vous. Faut rester focus, en vrai. Je vais toujours dire la même chose, hein, mais écrire sur un petit papier ce que tu veux faire et suis-le quand la situation arrive. Ça va être 1000 fois plus simple parce qu'en fait, ça va te permettre de te créer un cadre, un plan. Si tu n'as pas de plan, tu vas simplement arriver devant une situation que tu ne connais pas. Normalement, tu la connais pas, je sais pas si t'as été au dernier cycle, etc. ou quoi, mais tu ne la connais pas. Et donc, tu vas arriver devant une situation, tu vas déjà réfléchir de base à est-ce qu'il faut que tu agisses ou non, qui est déjà très compliqué, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Et ensuite, une fois que tu as pris cette décision, et tu peux prendre la mauvaise décision, une fois que tu as pris cette décision et que, imaginons que tu as
dit ok, il faut que je fasse quelque chose, tu dois reprendre une bonne décision sans plan au préalable et sans expérience de ok, je dois faire quelque chose, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Et c'est très compliqué. Alors, on va commencer un petit peu avec nos fameux indicateurs habituels pour voir ce qui se passe et ce qui est en train de se passer sur l'entièreté du marché crypto. Un point qui est intéressant, c'est le fameux hash rate qui est en train de remonter, ce qui signifie que les mineurs commencent à reprendre un petit peu du poil de la bête. Les mineurs avaient capitulé. Pourquoi les mineurs avaient capitulé? Alors, le hash rate, c'est quoi? C'est l'ensemble de la puissance de calcul globale qui est créée sur Bitcoin. De manière très globale, si on prend toutes les machines des mineurs, qu'on additionne toutes les puissances de calcul, ça donne le hash rate, à peu près. Et du coup, plus le hash rate est haut, ça veut dire que plus la sécurité sur Bitcoin est élevée, puisque plus il va y avoir de mineurs, c'est le principe du consensus de Bitcoin, et surtout, plus il y a d'acteurs sur le marché. Si le hash rate diminue, ça veut dire que les Bitcoins débranchent leurs machines, et il faut trouver des raisons à ça. Le fait que les mineurs avaient débranché leur fameuse machine pendant cette période-là, là, vous voyez la petite bande en bleu, le true hash rate qui était en pleine descente. Le fait que les mineurs avaient débranché leur machine, c'est simplement dû à cette période de capitulation post-halving qu'on a très régulièrement, parce que je vous rappelle qu'au halving, les récompenses sont divisées par 2, les récompenses de blocs sont divisées par 2, donc les mineurs, je vais y arriver, sont 2 fois moins récompensés. Et si les mineurs sont 2 fois moins récompensés, pour que ça compense et pour qu'ils soient break-even avec les récompenses d'avant, bah il faut quoi? Il faut forcément que le prix de Bitcoin monte, ce qui n'a pas été le cas. Et donc les mecs ils faisaient quoi? Soit ils vendaient leur Bitcoin, on l'a vu avec le graphique que je vous montrerai tout à l'heure, que les mineurs n'ont pas vendu de Bitcoin, ou alors très peu, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débranché les machines. Et là on arrive à un stade où le prix du Bitcoin est suffisant et ils peuvent rebrancher les machines et contribuer à la sécurité sur leur réseau. Donc le hash rate, c'est toujours un indicateur de l'état de santé du marché qui nous permet un petit peu de nous faire une idée de ce qu'il se passe et de comment est-ce qu'on peut visualiser la situation, comment est-ce que les mineurs visualisent la situation. Vous connaissez ce bon vieux Jérôme Powell. Jérôme Powell, c'est le président de la Fed, la réserve fédérale américaine, donc en gros le mec qui a le contrôle de la banque centrale américaine. La banque centrale américaine, elle peut faire quoi? Elle peut faire 2 choses. Elle peut ajuster les taux d'intérêt, les augmenter, les diminuer, elle peut imprimer des billets. Donc c'est pas des mecs qu'on ignore. Et Jérôme Powell, il a fait une petite, je sais pas si c'était une interview ou une conférence, bref, où il a évoqué le fait qu'il était très en confiance par rapport aux résultats du 2e trimestre sur l'inflation. Vous voyez que l'inflation aux États-Unis diminue de mois en mois actuellement. Les États-Unis ont un taux d'inflation cible qui est de 2%. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je pense pas qu'on arrivera à ce niveau de 2%. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, pendant cette année, l'inflation a fortement diminué. Vous voyez que au pic de juin 2022, on était à 9% et on a eu une grande campagne de désinflation, notamment avec les taux d'intérêt qui ont monté. Pourquoi les taux d'intérêt entraînent une désinflation? Tout simplement parce que il faut comprendre un truc, c'est que en fait, quand on parle d'argent en circulation, une énorme quantité de ce qu'on appelle l'argent en circulation, ce sont des crédits. D'accord? Ce sont pas de l'argent liquide, du cash ou des comptes en banque, ce sont des crédits. Une énorme partie, d'accord? Plus que le cash. Et donc, le fait de pouvoir ajuster en augmentant ou en diminuant les taux d'intérêt, si on diminue les taux d'intérêt, ça veut dire que les gens peuvent emprunter plus facilement parce que les taux sont plus faibles et donc on augmente entre guillemets la quantité de monnaie en circulation. Et si on augmente les taux d'intérêt, c'est plus compliqué d'emprunter, donc on la diminue. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu que oh putain c'est chaud, on a 9% de taux d'inflation? Et bien tout simplement, ils ont augmenté les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on a des taux d'intérêt qui sont actuellement autour des 5,5%. Là l'inflation se passe plutôt bien. Ils se sont dit ok, on va voir un petit peu. On avait un petit peu de spéculation autour de la baisse des taux au début de l'année, la baisse des taux qui est quand même quelque chose de très favorable pour Bitcoin, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on a des investisseurs qui ont des prêts à des taux plus faibles, ils peuvent investir plus dans les actifs à risque. Qui dit actifs à risque dit Bitcoin, qui dit plus investir dans Bitcoin dit forcément le prix du Bitcoin qui augmente, c'est évident. Et bah au début de l'année c'était un peu chaud, ils ont dit ok on va voir un petit peu ce qui se passe et apparemment ce bon vieux Jérôme Powell qui hier a dit que les résultats étaient très encourageants. Ils ont un objectif d'inflation de 2%. Sauf que vous voyez qu'il y a une phrase qui est très intéressante ici. Et j'ai toujours pensé qu'il existait un moyen de ramener l'inflation à notre objectif de 2% de manière durable sans que le marché du travail ne souffre, sans que le taux de chômage ne soit élevé. Et donc ils ont un objectif de taux d'inflation de 2% et on est à 3%. Donc on peut se dire ok ils vont juste continuer, pourquoi est-ce qu'ils diminueraient les taux? Vous voyez que actuellement ici vous avez la courbe du taux de chômage aux États-Unis qui est en pleine augmentation et surtout qui a atteint un seuil critique des 4,1%. Alors je crois que le seuil d'alerte aux États-Unis c'est 4,2 ou 3 ou 5, un truc comme ça, bref je sais plus, mais on est tout près. Et donc ce bon vieux Jérôme qui dit
dit ok, on veut aller à 2%, mais par contre on veut pas que le marché du travail ne souffre, c'est un petit peu de bullshit, dans le sens où il sait très bien que s'il arrive à 2% avec un taux de chômage à 4,1, ça va pas être possible. Donc tout ça pour dire que concrètement, on voit que la Fed, la Réserve fédérale, a une réunion le 30-31 juillet, je pense qu'il ne se passera rien à cette réunion, et une deuxième réunion le 17 et 18 septembre. Et je vous mets ma main à couper, non peut-être pas, mais je pense qu'il y a une probabilité extrêmement haute pour que pendant cette réunion du 17-18 septembre, les taux d'intérêt soient enfin diminués et passent de, je crois que c'est 5,5, 5,25 à 5%, ce qui serait un très gros catalyseur, en tout cas qui ferait partie de la panoplie de catalyseurs qu'on a sur cette fin d'année. Bonjour Iril, je me pose des questions sur la prise de profit. C'est bien sûr un choix personnel, mais de ton côté, tu prends des profits dès que ça pump de 30 à 50%. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, Sixtine. La prise de profit, elle s'inscrit vraiment dans l'entièreté de ta stratégie. Tu peux pas dire dès que ça pump de 30%, 50%, je prends des profits. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est regarde ma vidéo sur la prise de profit, parce que ce type de questions, et c'est pas du tout offensant ou quoi que ce soit, mais ce sont des questions qui montrent que pour l'instant, tu n'es pas au point sur ta réflexion et sur tes stratégies, et que quand ça va arriver, tu vas te poser des questions, et qui dit se poser des questions dit rester souvent tétanisé, et genre tu vas rien faire, et tu vas rater. La deuxième chose que je peux te dire, sur la prise de profit. Alors évidemment, je te connais pas, ça se trouve, j'ai tout faux, t'es un OG de 2013, hein, attention. Mais en partant du principe que tu sois assez nouveau pour poser ce type de questions, c'est que si tu te demandes vraiment si tu dois prendre des profits et que tu es débutant, c'est qu'en général, tu dois reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'avez pas d'expérience et que vous vous demandez si vous devez vendre, ça veut dire qu'au fond de vous, vous avez l'impression d'avoir fait des moves qui ne sont pas corrélés à votre niveau. Et donc, si vous avez fait une sorte de hold-up, mais prenez l'argent et gardez-le pour vous. Parce que le marché peut très vite le reprendre, et surtout si vous avez un petit peu le manque d'expérience qui va avec. Faut que je vous montre un truc. Putain, j'avais oublié, je suis un ouf. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai parlé, pour ceux qui étaient là, de la chaîne Storytelling dans laquelle je voulais en gros créer des vidéos un petit peu plus axées autour de... pas forcément de l'éducation, mais plutôt du divertissement, ou du moins de faire des vidéos un petit peu plus racontées, un petit peu plus montées, un peu sous forme de documentaire sur plein de sujets. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et ben la première vidéo est sortie, les gars, et je suis très fier de vous la présenter. On a pas mal travaillé là-dessus, et la chaîne YouTube est formée. Donc ça y est, elle s'appelle Lovig, parce que c'est mon prénom. Vous pouvez aller vous abonner si vous en avez envie, et regarder la première vidéo. Alors là, je vous mets le lien dans la description, dans le chat. Allez vous abonner, allez regarder la vidéo si vous en avez le temps, et donnez-moi un avis honnête dans les commentaires, sincèrement, sur ce qui peut être amélioré, ce qui peut être fait. Ça me fait hyper plaisir de faire ça, parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu, et là désolé ceux qui veulent pas que je raconte ma vie, tant pis pour vous, mais en fait, j'ai toujours aimé le côté créatif de la création de vidéos. J'aime profondément créer des vidéos. Et le fait de faire des vidéos crypto, c'est trop cool et tout, mais c'est quand même très axé autour de l'éducation, et j'avais un peu ce manque en moi où je me disais, putain, mais j'aimerais bien faire des trucs un peu plus montés, un peu plus divertissement, où genre t'es pas non plus que en train d'entendre des mots compliqués, t'as envie de te poser et de regarder ça. Je me suis dit à un moment, bah en vrai, pourquoi je le fais pas, tu vois? Au début, pourquoi je le faisais pas? Parce que c'était sur... j'étais juste bloqué sur la chaîne Iril, et je me disais, bah je vais pas faire ça sur Iril parce que c'est pas l'objectif. Et après, je me suis dit, bah vas-y, on s'en fout, je lance une autre chaîne, tu vois. Et je me fais plaisir et je me fais kiffer. Et donc, en vrai, ça va être des petites histoires autour de, pas forcément économie-finance. Là, vous voyez que la première vidéo, c'est sur le plus grand trader de tous les temps qui s'appelle Jesse Livermore. Donc, c'est très différent de ce que je fais d'habitude comme contenu. Mais ça va être les histoires, en fait, que j'entends, qui me font kiffer. Pas forcément autour de l'économie, de la finance ou quoi. Autour de, un petit peu, tout ce que je considère inspirant et intéressant à présenter. Et donc, je fais ça un petit peu sur mon temps libre en parallèle de la chaîne crypto. Donc, tous ceux qui étaient là, hein, qui m'ont dit, oui, c'est une bonne idée, vas-y, mec. Les gars, je vous attends sur cette chaîne. Allez vous abonner, allez donner votre avis, mais c'est vraiment très cool. Donc ça me fait hyper plaisir de faire cette petite vidéo sans trop de prétention, sans trop d'objectifs. L'idée c'est vraiment de vous présenter ça, que ceux qui ont envie passent un bon moment. L'objectif c'est pas forcément non plus de relier à ma chaîne ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus dans une optique de faire d'autres contenus, de faire d'autres choses, et donc ça me fait très plaisir de vous montrer ça.